Je vais vous raconter ce que mes yeux ont vu, et ce que mes oreilles ont entendu dans les murmures craintifs des femmes de Caraban, ce village insulaire du delta du Casamance où le fleuve épouse l'océan. Là-bas, Fatou la tisserande avait conclu un accord que personne ne devrait jamais conclure. Chaque pleine lune, une jeune fille du village devait disparaître dans les eaux, en échange de sa propre survie et de sa richesse grandissante. Son métier à tisser ne chômait jamais, ses pagnes étaient les plus recherchés de tout le Sénégal, et ses coffres débordaient de cauris pendant que les mères comptaient leurs filles avant chaque nuit de pleine lune. Mais comment en était-elle arrivée là, cette femme qui autrefois partageait son mille avec les veuves? Caraban n'était pas un village comme les autres. Posé sur son île comme un nid d'oiseau sur une branche fragile, il vivait au rythme des marées qui montaient 2 fois par jour, transformant les chemins en rivières. Les fromagers géants tendaient leurs branches au-dessus des cases rondes aux toits de paille, et partout flottait l'odeur salée du poisson séché mêlée au parfum sucré des mangues mûres. Les femmes pilaient le mil au lever du soleil, leurs mortiers chantant en chœur, tandis que les pirogues des pêcheurs glissaient sur les eaux vertes du fleuve comme des libellules sur un étang. Fatou tissait sous le grand baobab du centre du village, ses doigts volant sur les fils de coton avec une habileté qui faisait l'admiration de tous. Elle avait 32 ans, pas d'enfant, et un mari pêcheur nommé Ousmane qui rentrait chaque soir avec juste assez de poissons pour survivre. Ses pagnes étaient beaux, certes, mais pas plus que ceux de Mariama ou d'Aïssatou. Elle vivait comme tout le monde, ni riche ni pauvre, partageant sa calebasse de riz avec sa voisine Binta quand celle-ci n'avait rien. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, disait-elle souvent en souriant. Mais dans le cœur de Fatou grandissait une graine empoisonnée que personne ne voyait, l'envie. L'envie de briller plus que les autres, d'avoir plus, d'être admirée, de ne plus compter ses cauris avant d'acheter du poisson au marché. Elle regardait les femmes des notables avec leurs bijoux en or, leurs boubous brodés, et une voix lui chuchotait, « Pourquoi pas toi ?» Le vieux sage du village, papa d'Amba, l'avait averti un jour, « Fatou, ma fille, l'arbre qui veut toucher le ciel oublie souvent de nourrir ses racines. » Mais elle avait souri poliment sans vraiment écouter, ses yeux déjà perdus dans des rêves de grandeur. C'était pendant la saison sèche, quand le fleuve se retire et dévoile ses secrets. Fatou ne dormait plus, rongée par cette soif de pluie qui lui brûlait les entrailles comme de la braise. Cette nuit-là, sous une pleine lune si énorme qu'elle semblait vouloir tomber du ciel, elle descendit jusqu'à la rive interdite, là où les anciens disaient que Mame Koumba Djiguen, la reine des eaux, tenait sa cour parmi les racines immergées des palétuviers. L'eau était noire comme de l'encre, lisse comme du verre. Fatou s'agenouilla sur la berge humide et fit ce qu'on ne doit jamais faire, elle appela. Elle appela avec son désir, avec sa jalousie, avec son ambition qui avait tué en elle la sagesse de sa grand-mère. L'eau se mit à bouillonner. Une forme émergea, belle et terrifiante à la fois. Mame Koumba Djiguen avait la peau d'un bleu profond comme les abysses, des cheveux tissés d'algues et de perles, et des yeux qui contenaient toutes les noyades du monde. Elle sourit, et ses dents brillèrent comme des coquillages sous la lune. « Tu veux la richesse, Fatou la tisserande ?» Sa voix était le murmure des vagues et le rugissement de la tempête. « Oui, » souffla Fatou, la gorge serrée. « Je veux être plus que ce que je suis. Alors nous conclurons un accord. Chaque pleine lune, tu m'amèneras une jeune fille du village. Elle viendra à moi par le chemin de sa propre volonté, attirée par mon chant. En échange, ton métier à tisser produira les plus beaux pagnes du Sénégal, et leur coulera vers toi comme l'eau vers la mer. » Fatou aurait dû refuser. Elle aurait dû se lever et courir. Mais la graine empoisonnée avait poussé, et son fruit était amer. Elle hocha la tête. « Mais sache ceci, » ajouta la reine en s'enfonçant dans l'eau, « le jour où tu regretteras, le prix sera celui de ton propre sang. » Fatou rentra chez elle en tremblant. Mais elle ne savait pas que le vieux papa d'Amba, insomniaque, l'avait vue descendre vers la rive. Il ne savait pas ce qui s'était dit, mais il avait vu la forme dans l'eau, et son cœur s'était glacé. Un mois plus tard, jour pour jour, la pleine lune se leva. Cette nuit-là, Koumba, la fille du forgeron, se réveilla en entendant un chant. Un chant magnifique qui appelait son nom avec la douceur d'une mère. Elle se leva, traversa le village endormi comme dans un rêve, et marcha vers le fleuve. Au matin, on ne retrouva que son pagne accroché aux branches d'un palétuvier. Le village pleura. Les femmes se frappèrent la poitrine. Le forgeron devint un homme brisé.
Et le lendemain, Fatou arriva au marché avec 3 pagnes d'une beauté à couper le souffle. Les motifs semblaient vivants, dansant comme des flammes. Les commerçants se battaient pour les acheter. En une semaine, elle avait gagné ce qu'elle gagnait normalement en 6 mois. Fatou a été bénie par les ancêtres, disaient les femmes jalouses. Voyez-vous, c'est ainsi que le mal se déguise en bénédiction. Fatou essaya de ne pas penser à Kumba. Elle s'acheta de beaux bijoux, fit réparer sa case, offrit même une chèvre à sa voisine Binta. Astérisque, quand ton pagne est propre, ton cœur peut rester sale. Astérisque, murmuraient les anciens avec inquiétude. Mais la richesse a un parfum qui étourdit la conscience. La deuxième pleine lune se leva comme un œil accusateur. Cette nuit-là, Aïcha, 16 ans, la nièce de l'imam, entendit le chant. Elle aussi marcha vers le fleuve. Elle aussi disparut dans les bras de l'eau. Le village était maintenant dans la terreur. 2 jeunes filles en 2 lunes pleines? Les mères commençaient à attacher leurs filles la nuit venue. On organisa des veillées de prière. Papa Damba convoqua le conseil des anciens sous le baobab sacré. Il y a quelque chose de pourri dans notre village, dit-il, ses yeux laiteux fixant un point que personne d'autre ne pouvait voir. Quelqu'un a ouvert une porte qui devait rester fermée. Mais qui soupçonnerait Fatou? Elle était la première à consoler les familles, à apporter du riz, à pleurer avec les mères. Son hypocrisie était parfaite, et c'est là que le serpent de la culpabilité commença à ramper dans son ventre. La richesse de Fatou devenait obscène. Ses pagnes étaient maintenant commandées depuis Dakar, depuis Banjul, depuis Bamako. Des marchands venaient en pirogue spécialement pour elle. Elle construisit une nouvelle case avec un toit de tôle qui brillait au soleil. Son mari Ousmane, simple et honnête, la regardait avec des yeux qu'elle ne reconnaissait plus. « D'où vient tout cet argent, Fatou ?» demanda-t-il un soir. « De mon travail. Tu es jaloux de ma réussite? » Non, je suis inquiet de son prix. Écoutez bien, c'est là que Fatou comprit qu'elle avait déjà perdu quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Son mari la regardait comme on regarde une étrangère. La 3e pleine lune vint, inéluctable comme la mort. Cette fois, ce fut Kadi, la danseuse du village, celle dont les pieds faisaient chanter la terre. Le lendemain, on retrouva ses bracelets de cheville sur la berge, mais pas elle. Les mères ne laissaient plus sortir leurs filles après le coucher du soleil. Le village était devenu une prison silencieuse où la peur régnait. Et Fatou? Elle ne dormait plus. Chaque nuit, elle entendait les voix des disparus qui l'appelaient depuis le fond de l'eau. Elle voyait leurs visages dans son métier à tisser, tissés dans les fils de coton comme des fantômes. Mais personne n'avait prévu que Binta, sa meilleure amie d'enfance, avait commencé à l'observer. Binta qui avait remarqué que Fatou ne sortait jamais les nuits de pleine lune après minuit. Binta qui avait vu l'angoisse dans ses yeux le lendemain de chaque disparition. « Fatou, viens marcher avec moi ce soir, » dit Binta 3 jours avant la 4e pleine lune. « Je suis fatiguée. »« Tu es fatiguée depuis 4 lunes. Tu ne tisses plus avec nous. Tu ne ris plus. Tes yeux sont ceux d'une femme hantée. Laisse-moi tranquille. » Fatou avait crié, et dans ce cri, Binta entendit la vérité. Pas la vérité entière, mais assez pour comprendre que son ami cachait quelque chose de terrible. Cette nuit-là, Papa Damba fit un rêve. Il vit une femme debout sur la rive, donnant les mains aux ombres qui émergeaient de l'eau. Au réveil, il sut. Il sut avec cette certitude que seuls possèdent les vieux qui ont vu défiler trop de saisons. Il convoqua Fatou. « Ma fille, je vais te raconter une histoire. Il y a longtemps, une femme de notre village avait fait un pacte avec la reine des eaux. Pendant 10 ans, elle a prospéré. Puis, la 11e année, c'est sa propre fille qui a entendu le chant. Elle a couru vers le fleuve pour la sauver, et toutes 2 ont disparu. Comprends-tu ce que je te dis? » Fatou devint blanche comme du kaolin. Elle comprit. Elle n'avait pas d'enfant, mais un jour, ce serait quelqu'un qu'elle aimait. Ce serait Binta. Ou la fille d'Ousmane et de sa future seconde épouse. Oh! Comment défaire le pacte, murmura-t-elle. Il n'y a qu'un seul chemin, ma fille. Et c'est celui que tu connais déjà au fond de ton cœur. La 4e pleine lune se leva, énorme et sanglante.
Le village entier était réuni sous le baobab, les mères tenant leurs filles par la main, les hommes brandissant des torchers. Papa d'en bas se leva et parla d'une voix qui portait la sagesse de 100 ans. Il y a parmi nous celle qui a vendu notre avenir pour son présent. Celle qui a échangé nos filles contre de l'or. Que cette personne se révèle maintenant, ou les ancêtres la révéleront eux-mêmes. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Fatou sentit tous les regards converger vers elle, comme attirés par une force invisible. Son métier à tisser, apporté ce jour-là au marché, commença soudain à se défaire tout seul, les fils s'envolant comme des serpents vivants. Dans les motifs qui se démaillaient apparurent les visages de Kumba, d'Aïcha, de Kadi. Non, hurla Fatou en se levant. Oui. C'est moi. C'est moi qui ai fait le pacte. Le cri qui s'éleva du village fit fuir les oiseaux jusqu'à l'autre rive. Ousmane la regarda avec des yeux où toute lumière s'était éteinte. Binta tomba à genoux, secouée de sanglots. Les mères des disparus se levèrent comme un seul corps, et leur rage était celle d'un incendie. Mais c'est là que survint le prodige. L'eau du fleuve commença à monter, bien qu'il ne fût pas l'heure de la marée. Elle monta, léchant les berges, s'approchant du village. Et dans cette eau qui avançait, on pouvait voir briller 3 formes, Kumba, Aïcha et Kadi, marchant comme des vivantes mais avec des yeux de morte. Mam Kumba Jigen émergea derrière elle, sa silhouette immense se découpant contre la lune. Fatou, dit la reine, sa voix faisant vibrer la terre, tu as parlé. Tu as rompu le silence. Maintenant vient le prix. Prenez-moi, dit Fatou en avançant vers l'eau, les jambes tremblantes. Rendez-leur la vie et prenez la mienne. Comprenez ceci, c'était la première fois depuis 4 lunes que Fatou pensait à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Non, dit une voix derrière elle. C'était Binta qui s'avançait. Nous partagions tout enfant. Nous partagerons aussi ce prix. Et moi, dit papa d'en bas en claudiquant vers l'eau. Je savais et je n'ai pas agi assez vite. Ma lâcheté aussi a un prix. Et moi, dit Ousmane. Un à un, les villageois s'avancèrent, formant une chaîne humaine entre Fatou et l'eau. Même les mères des disparus, malgré leur douleur, comprirent quelque chose de fondamental, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Le village était une communauté, et si l'un tombait dans l'obscurité, c'est que tous avaient fermé les yeux. La reine des eaux les observa longuement. Puis elle parla. Votre espèce m'étonne toujours. Vous êtes capable du pire et du meilleur. Fatou, ton accord était ton égoïsme. Mais leur geste est leur humanité. Je prends ta richesse, je prends ta jeunesse, mais je te laisse ta vie pour qu'elle serve d'enseignement. Et je rends celle que tu m'as donnée. L'eau se retira comme aspirée par une force invisible. Kumba, Aïcha et Kadi s'effondrèrent sur la berge, toussant, crachant, respirant. Vivante. Vraiment vivante. Fatou sentit ses cheveux blanchir d'un coup, sa peau se rider, ses mains devenir celles d'une vieille femme. Elle avait 32 ans le matin et 80 ans ce soir. Toute sa richesse l'or, les bijoux, la case se transforma en poussière que le vent emporta vers le fleuve. Les jours suivants furent étranges. Fatou, devenue vieille du jour au lendemain, ne se plaignit pas. Elle retourna à son métier à tisser, mais cette fois, ses doigts noueux ne produisaient plus que des pagnes simples, ordinaires, comme avant. Elle les vendait au marché et reversait tout aux familles des 3 filles. Kumba, Aïcha et Kadi ne se souvenaient de rien, sinon d'avoir entendu un chant magnifique. Elles reprirent leur vie, mais quelque chose en elles avait changé. Elles avaient vu l'autre côté, et cela leur avait donné une sagesse silencieuse. Fatou, elle, vivait maintenant dans une petite case près du fleuve, mais pas trop près. Chaque matin, elle apportait des offrandes à l'eau du Nil, des fleurs, du lait en murmurant des excuses. Et chaque matin, Binta venait s'asseoir avec elle, parce que l'amitié véritable ne compte pas les erreurs mais les chemins parcourus ensemble. Ousmane était parti. Il était revenu. Il était reparti. Puis il était revenu définitivement, non pas comme mari, mais comme gardien silencieux de celle qui avait été sa femme. L'amour avait changé de forme mais pas disparu. Papa d'en bas, avant de mourir 3 saisons plus tard, transmit l'histoire à tous les enfants du village sous le baobab. Il leur raconta l'histoire de Fatou pas pour qu'ils la haïssent,
mais pour qu'ils comprennent comment le désir peut transformer une femme bonne en monstre, et comment la communauté peut transformer un monstre de nouveau en humain. Le village de Caraban institua une tradition. Chaque pleine lune, toutes les familles se réunissent sur la place et partagent un repas. Personne ne reste seul. Personne ne marche vers le fleuve après le coucher du soleil. Et on raconte aux jeunes filles que la beauté des pagnes de Fatou venait du sacrifice des autres, tandis que la beauté des pagnes ordinaires vient du travail honnête des mains. La reine des eaux ne se manifesta plus jamais. Mais parfois, les pêcheurs juraient voir une forme bleue dans les profondeurs, qui les regardait avec des yeux anciens, ni bons ni mauvais, simplement témoins de ce que font les humains avec leur liberté. Je vous ai raconté ce que mes yeux ont vu. Fatou mourut 20 ans plus tard, vieille mais en paix, entourée de celles qu'elle avait sauvées et de ceux qui lui avaient pardonné. On dit que ses dernières paroles furent « J'ai échangé ma vie contre l'or, puis j'ai échangé l'or contre ma vie. Et j'ai découvert que la vraie richesse était là depuis le début. » Aujourd'hui encore, à Caraban, les tisserandes chantent pendant leur travail, et leurs chants racontent l'histoire de Fatou. Non pas pour la punir dans la mémoire, mais pour se rappeler cette vérité, le scorpion pique parce que c'est sa nature, mais l'homme peut choisir de devenir autre chose que sa nature. Et aussi, la richesse qui vient d'un accord avec l'ombre laisse l'âme dans l'obscurité. Et enfin, celui qui veut tout seul finit seul, mais celui qui partage ses erreurs avec le village retrouve sa place dans le cercle. Les ancêtres murmurent encore leur bénédiction sur Caraban, cette île où le fleuve rencontre l'océan, où 3 jeunes filles sont revenues du royaume des eaux, où une femme a payé le prix de son avidité et découvert le visage du pardon. Et moi, je vous dis, que vos pagnes soient tissées avec honnêteté, que vos accords ne soient jamais conclus dans l'obscurité, et que vos pleines lunes éclairent des danses et non des disparitions. Car on ne peut pas tromper l'eau. Elle se souvient toujours.